inviter maintenant de nouveau des porte-paroles d'entrepreneurs qui vont nous présenter en fait leurs projets. Et vous allez le voir, ce sont majoritairement en fait des entrepreneurs qui ont été lauréats du prix Tech for Good qui a été lancé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et cet appel à projet a été lancé, si vous vous souvenez, en décembre 2021. L'objectif, c'était de soutenir des projets technologiques et innovants au service du bien commun et du développement durable. Alors vous savez que tous les start-upers sont toujours presque obligés de présenter leurs projets dans un temps contraint. On leur demande d'être redoutablement efficaces pour convaincre de l'intérêt de leur solution. Donc je vais leur demander à chacun de relever un défi, le défi des 7 minutes. Je leur 7 minutes et vous allez voir, je vais me munir d'une arme incroyable qui va les obliger à garder ce temps. Regardez, c'est une arme musicale. C'est-à-dire que je vais leur annoncer par une première note qu'il leur reste 1 minute sur le timing. Et forcément par 3 notes lorsque ça sera terminé. Donc je vous donne un Do. Ça sera 1 minute restant et un do ré mi quand ça sera terminé. Ceux qui ont l'oreille ont reconnu les notes. Alors je vais demander, ils vont tous venir s'ils sont présents. Je vais demander à Paul Nekweng de la Case du Miel de venir me rejoindre. Également Océane Robert, Nicolas Guillemot et Tony Despujol, s'il vous plaît. Merde. Alors. Je vous donne, vous avez le droit d'être debout, vous avez le droit d'être assis, tout est permis. Je vous donne la télécommande et je vais présenter mon cher Paul. Alors je vous présente Paul Nekweng. Je suis ravie qu'il soit là avec sa personnalité lumineuse et dynamique et toujours souriant, vous verrez. Donc Paul, tu es consultant auprès d'organisations publiques et privées et tu vas nous présenter l'histoire d'un projet, celle de la Case du Miel. C'est bien ça. Je prenne mon chrono, sinon je vais être à la bourre. Vas-y. À droite, ça devrait marcher. Test, c'est bon. Bonjour, je me présente, je suis Paul Nekweng, je suis le gérant de la Case du Miel, je suis le principal fondateur. Je vais vous expliquer comment on a choisi la ruche connectée pour passer de l'apiculture traditionnelle à l'apiculture de précision. L'histoire de la Case du Miel a été créée en 2019. Donc vous connaissez tous, quand on crée une entreprise, il faut avoir un besoin, une opportunité, une idée simple et accessible et une équipe. Donc au niveau du besoin, aujourd'hui, au niveau du marché mondial du miel, l'offre n'arrive pas à satisfaire la demande. D'un autre côté, on a des colonies d'abeilles qui meurent dans le monde à cause de la déforestation, mais aussi l'utilisation massive des insecticides dans l'agriculture. Une opportunité quand on a créé la Case du Miel en 2019, le miel de Lifouille a reçu la médaille d'or au concours au Salon d'agriculture de Paris. L'autre opportunité aussi ici en Nouvelle-Calédonie, on a une biodiversité exceptionnelle. Donc, et grâce à notre insularité, on a très peu de maladies liées à la ruche. L'idée simple et accessible, c'est vraiment de structurer la filière miel avec un savoir-faire avéré des apiculteurs. Au niveau de l'équipe, on est formé d'un noyau. Donc moi, je m'occupe de la stratégie, du développement et de la commercialisation. Daniel s'occupe de la finance et des recherches de partenaires. Et Philippe, un agent sanitaire apicole agréé, s'occupe de la production et du réseau d'apiculteurs. Donc en fait, au niveau du concept, on a fait un concept simple, le business model qu'on a proposé, c'est faire une offre de services complète
à partir de la récupération des cadres jusqu'à le produit fini. Donc en fait, on collecte les cadres avec un suivi des apiculteurs, on centralise la production, donc l'utilisation des moyens, mais aussi pour la traçabilité du produit, et ensuite tout ce qui est marketing, logistique et commercialisation. La première étape consiste à fédérer autour du projet. Nous, aujourd'hui, en novembre 2022, il y a 40 apiculteurs qui fédèrent la Case du Miel. Et puis, ça représente 500 ruches et 16 tonnes de miel par an. On a choisi la ruche connectée parce qu'on a envie de préparer une filière prometteuse et d'excellence pour l'espoir. Aujourd'hui, le marché local, il est restreint. Donc, on a choisi le numérique, les outils technologiques, associés à notre savoir-faire pour franchir cette nouvelle étape, pour rechercher vraiment une rentabilité pérenne de l'activité. Au niveau de la ruche connectée, donc ça, c'est une projection, mais on va installer les ruches en début d'année 2023. Donc, au fait, ça consiste à installer des capteurs au niveau des ruches pour mesurer la température, le taux d'humidité, le déplacement des abeilles, la masse des ruches. Donc, ça nous permet déjà de réduire les déplacements, parce qu'aujourd'hui, ça représente 50% de nos coûts de fonctionnement. Ça permet aussi de moins déranger les abeilles. Ça nous permet aussi d'augmenter nos points de rucher et de gérer plusieurs ruches en même temps. Enfin, ça permet aussi d'optimiser le rendement des ruches en augmentant la production pendant les fortes mielées. En choisissant le numérique, aujourd'hui, la Case du Miel s'engage vraiment dans un projet qui répond aux enjeux à venir auxquels la Nouvelle-Calédonie veut s'inscrire. Donc économique, parce qu'on veut créer vraiment une filière d'excellence et prometteuse. Écologique, parce qu'en protégeant l'abeille, on préserve la biodiversité, qui est une richesse inestimable aujourd'hui. Au niveau sociétal, parce qu'en créant des projets structurants dans les îles, on fixe la population, mais on a aussi une insertion des jeunes sans emploi. Pédagogique, cette année, on a créé des ruchers avec le collège Laura Boula, avec la section SECPA, et on voulait utiliser cet outil pour inciter les jeunes et les sensibiliser à l'entrepreneuriat, à la protection de l'environnement, mais aussi aux nouveaux métiers du numérique. Je remercie la communauté French Tech pour cette invitation et merci pour Tech for Good pour le prix coup de cœur. Merci. Je suis navrée, j'ai pas pu faire de la musique là. Je suis super navrée. Ils sont super entraînés en fait, c'est ça. Hein, vous vous entraînez tous les jours, je suis sûre. Est-ce que vous avez des questions à poser à Paul Nequeng sur son projet de la Case du Miel? Je m'approche de vous. Projet passionnant donc de ruches connectées, hein, c'est ça? Notamment, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, éducation. Avez-vous des questions pour Paul? Allez, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Cyril Bayou, je suis à la direction des opérations des structures INC et Novit. J'avais une question pour savoir comment fonctionne justement cet aspect connecté au niveau des ruches. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, s'il vous plaît? En fait, nous, aujourd'hui, on a un réseau d'apiculteurs. Ce qu'on fait, c'est que celui qui s'occupe de la production, il vient visiter les ruches chez nos apiculteurs. Une fois que les cadres sont bien operculés, parce qu'on veut garder vraiment la qualité du miel, donc on récupère les cadres, on centralise la production aujourd'hui au niveau de la miellerie. Il faut savoir que c'est une miellerie qui a été mise à disposition par la province. Et ensuite, au niveau de toute la production, au niveau du kilo de miel qui est extrait, on le paye directement à l'apiculteur. Voilà. Souvent, on utilise aussi l'apiculteur. Si on a besoin d'aide au niveau de la miellerie, il donne un coup de main. En fait, on a trouvé un système pour qu'on n'emploie pas des personnes, mais on utilise directement les apiculteurs pour être notre emploi, quoi. Voilà. Employés, pardon. Alors Cyril, toi, tu as peut-être une question sur la partie technique, non? Oui, sur la partie connectée, IoT, peut-être. Comment est-ce que vous connectez? C'est quoi les technologies utilisées derrière? En fait,
peut-être Jean-Marc. Oui, il est dans la salle. Oui, Jean-Marc, il est là dans la salle. En fait, nous, sur les objets connectés, on s'est vraiment entouré c'est un projet très collaboratif, donc on s'est entouré vraiment des conseillers au niveau du numérique. Donc voilà, Jean-Marc se présentera. Bonjour. Donc en fait, l'idée c'est de mesurer en continu des constantes sur les ruches. Et derrière, en fait, on a des algorithmes qui sont capables de détecter des événements sur les ruches, comme l'essaimage. La mielée, c'est le plus évident. C'est lorsqu'il y a une montée de poids rapide, c'est qu'actuellement la ruche est en train de produire au maximum. Donc là, c'est un outil d'aide à la décision. L'apiculteur peut choisir soit de mettre des réhausses pour augmenter encore la production de la ruche, ou alors d'aller récolter le miel. Donc avec ça, on peut voir l'essaimage, les mielés, si une ruche est en plus ou moins bonne santé. Donc ça permet aussi surtout à l'apiculteur de se dire, quand je me déplace, je mets dans ma voiture ce dont j'ai besoin, j'y vais uniquement quand il y a besoin d'y aller. Donc par rapport aux frais de fonctionnement que supporte la case du miel aujourd'hui, notamment sur les déplacements, ça leur permettra de réduire ce truc. Donc Jean-Marc, finalement, l'apiculteur, il a des capteurs dans sa ruche et il a son tableau de bord. C'est ça, hein? Absolument, oui. L'apiculteur aura sur son smartphone ou sur un ordinateur un tableau de bord en continu, avec des mesures en plus autour de l'environnement de la ruche, c'est-à-dire on va avoir la température, on a une station météo qu'on met en place, et puis ça permet aussi de détecter, de récolter de la donnée sur les périodes de floraison, et puis l'apiculteur peut aussi enrichir cette base de données en se disant tiens, je vais photographier ou identifier les espèces qui sont en cours de floraison à cette époque-là, et voir après l'impact que ça peut avoir dessus. Paul me disait par exemple qu'il y a deux mielés par an à Lifou parce qu'il y a 2 périodes de floraison. Et selon le type de fleur, en fait, le miel ne va pas être du tout le même. Donc du coup, il peut anticiper là-dessus, sur la production, sur les commandes qu'il peut avoir, et faire au mieux pour répondre à la demande du marché. Et Jean-Marc, tu restes avec nous ou tu repars avec ton sac à dos? Je vais me faire couper les cheveux. Ah bah d'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question et ensuite on enchaînera dans un autre univers, autre que les abeilles? Oui, une question au fond. Vous pouvez vous présenter. Didier. Didier Tapero, je suis le directeur général d'Ercalin. 2 questions en fait, en profiter. Alors c'est intéressant de voir les abeilles mises en réseau. Est-ce que ce que vous avez fait à Lifou a été ou va être exporté au reste de la Nouvelle-Calédonie? Première question. Et seconde question, est-ce que le miel en Nouvelle-Calédonie peut être une filière de développement en termes d'export? Quelles sont les forces et faiblesses du miel en Nouvelle-Calédonie? Merci beaucoup pour ces 2 questions. Paul. Bon, je vais déjà répondre à la première question. Merci à M. Trapero et à Ercalin de déjà transporter nos premiers produits pour Singapour la semaine dernière. Pour la question au niveau du développement, au niveau du business model, on voulait vraiment proposer un business model. On commence à Lifou, mais s'étendre au niveau du pays. On a vu aujourd'hui que notre insularité, on parlait tout à l'heure de double insularité, on a besoin de se rassembler et de faire les choses ensemble. Parce que voilà, plus on est plusieurs, plus fort on est. Au niveau de la commercialisation, donc nous visons un peu donc on a une stratégie de niche. C'est pour ça que voilà, on a envoyé nos premiers produits sur le food market de Singapour. Mais on a toujours aussi la même stratégie, c'est de dire, voilà, réunissons ensemble. Donc aujourd'hui, voilà, comme M. Tapero, on est membre du cluster NSTNI pour l'export, c'est parce que voilà, on veut chasser en groupe, quoi. Et c'est ça notre force aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme Nicolas est sur l'estrade, il a la chance de pouvoir poser une dernière question avec une réponse courte et efficace, Paul, pour ensuite oui, passer en plus, c'est une question complètement intéressée. Ah, tu veux du non, miel. mais en fait, c'était une question sur le modèle de croissance, puisque c'est des capteurs pour des ruches. Est-ce qu'il pourrait être envisageable d'étendre le champ d'application de ces capteurs à d'autres secteurs agricoles Je dis intéressé parce que Neofly, on fait des élevages d'insectes et typiquement des capteurs de suivi de ce type de dispositif
pourrait être intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé aujourd'hui, d'aller au-delà de l'apiculture ou pas encore? Clairement, aujourd'hui, on sait que l'abeille participe à 70% de la production agricole. Donc, ce sont des choses qu'on envisage très clairement à faire, quoi. Merci Paul. Nous allons enchaîner avec une deuxième entreprise, un deuxième exemple calédonien, avec Océane Robert. Donc je lance, c'est déjà prêt, hop là. Donc Océane, tu prends un micro et je me permets de te présenter. Donc, oui, c'est à droite. Donc Océane, tu es aquacultrice, si j'ai bien compris, depuis une dizaine d'années déjà en Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Et donc ton entreprise s'appelle Écloserie Océane Innovation et elle a remporté le prix Amorçage de l'appel Tech for Good. Tout à fait. C'est bien ça. Et donc tu vas nous présenter ton projet et l'ambition et puis voir un petit peu où ça en est aussi en termes de perspective. Déjà pour rebondir sur la question d'avant, parce que du coup ça fait une bonne transition, pourquoi pas, on pourrait appliquer les ruches connectées au panier connecté pour les huîtres. Ça pourrait être une information intéressante et ça permet de passer d'un sujet à l'autre. Donc moi je vais vous présenter mon projet Écloserie Océane Innovation, qui est la création d'une écloserie pour la reproduction et l'élevage, en particulier de l'huître de roche, mais aussi pour se diversifier sur d'autres coquillages et espèces marines de Nouvelle-Calédonie et sur toutes les techniques aquacoles qu'on peut retrouver dans le Pacifique. Alors une écloserie déjà, qu'est-ce que c'est? Donc l'écloserie, c'est l'endroit où on va reproduire et élever les petites larves de l'œuf jusqu'à ce qu'elles aient une taille assez conséquente pour pouvoir aller en panier en mer. Donc la création d'une écloserie permet le montage d'une véritable filière, parce que sans la fiabilisation de la production de naissins d'huîtres, parce qu'on appelle ça des naissins pour les huîtres, on ne peut pas développer du grossissement derrière. Donc moi je suis technicienne aquacole depuis 10 ans effectivement. J'ai monté le projet au sein de la Décale. Les huîtres de roche, on a réussi à les reproduire, ça avance bien. Donc je suis partie sur cette espèce en première parce que c'est celle que je maîtrise, qu'on maîtrise, qui a un appui technique avec le CTA de la Décale et qui a un marché derrière. Alors, je me suis entourée de quelques partenaires. Déjà, encore merci à French Tech et Tech for Good, dont j'ai gagné le prix Amorçage en avril dernier. J'ai aussi vu pour les financements avec Invest in Pacific, la plateforme de financement participatif qui est maintenant en Nouvelle-Calédonie. Et Territoire d'innovation aussi, le dernier appel à manifestation que j'ai remporté aussi, qui me permet de financer 50% du projet. Je suis suivie par l'incubateur de la Décale, parce qu'avec le prix Amorçage, j'ai gagné une subvention, mais aussi un coaching d'1 an, et une place à la station N aussi dans un petit bureau. Les autres partenaires, ce sont des consultants en aquaculture. Il y a le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, évidemment le gouvernement et la province pour m'aider pour le terrain et toutes les démarches administratives, et tous les aquaculteurs qu'on peut déjà trouver en Calédonie ou producteurs de poissons d'aquarium. Du coup, moi, je suis donc gérante et fondatrice de Écloserie Océane Innovation. Je me suis associée à monsieur Thomas Guarès, qui est mon responsable communication et qui m'aide à monter le projet, à élargir le réseau et à se dépatouiller avec toutes les démarches administratives. Et monsieur François et Gabriel Levionnois m'ont aidé à élargir aussi mon réseau. Gabriel Levionnois étant président du cluster Pacific Food Lab, et qui m'aide à appliquer derrière aussi, puisque à la fin, la finalité, c'est de manger les huîtres. Et j'ai la chance aussi d'être entourée d'un architecte qui m'aide à faire tous les plans d'implantation. Donc ce projet, il est innovant, parce qu'il n'y a pas d'écloserie d'huîtres en Nouvelle-Calédonie, ni ailleurs dans le Pacifique, pas d'huîtres de roche en tout cas. Il est écologique parce que l'huître, c'est une espèce qui est naturellement résiliente, qui filtre l'eau, qui permet d'améliorer la qualité d'eau, qui fait des gisements, qui permet de repeupler le lagon, etc. C'est durable parce que j'ai décidé de faire un projet autonome, donc un maximum avec des panneaux solaires,
un traitement de l'eau en externe, puisque de toute façon l'eau va ressortir propre grâce aux huîtres, et de façon intégrée en arrosant des champs de plantes halophytes derrière. Il est économiquement viable parce que ça demande pas beaucoup d'investissement. C'est des petites structures qu'on crée. Et par contre, le marché de l'huître, lui, il est quand même assez important. C'est un produit qu'on considère encore de luxe pour Noël. Il est intégré parce que voilà, on va essayer d'avoir le moindre impact sur l'environnement. Donc c'est un petit module en conteneur qu'on peut déplacer et qui n'impose que 6 plots sur le sol. Il est social parce que si on crée une écloserie d'huîtres, derrière on va pouvoir créer des fermes de grossissement d'huîtres, donc ça va créer de l'emploi et une vraie filière et un vrai marché pour l'huître locale. Et il est peu risqué car l'huître est une espèce très résiliente qu'on peut facilement sortir de l'eau et stocker dans un dock pendant les quelques jours du cyclone ou de la tempête qui passerait. J'ai fini mon business plan, j'ai réalisé les plans d'installation, j'ai constitué une SARL que je vais éventuellement changer en SA pour le financement participatif. Je suis actuellement en train de chercher un endroit pour s'implanter et j'attends de recevoir les financements pour pouvoir lancer la construction du conteneur labo en métropole. Et vraiment, j'insiste sur le point de location du domaine public parce que c'est vraiment très compliqué, malgré tout le bord de mer qu'on peut avoir en Calédonie. J'ai vraiment du mal à trouver une zone où m'implanter, malgré que je sois propriétaire d'un bord de mer. Il y a des zones qui sont soit urbaines, soit des GDPL, soit... voilà, c'est des gros propriétaires terriens, ils sont pas d'accord, donc du coup, c'est assez compliqué. Donc, appel à l'aide si quelqu'un a un terrain à me proposer. L'investissement total, il est de 65 millions. Donc, comme je vous l'ai expliqué, avec la subvention de TI, le financement participatif, la petite subvention de Tech for Good et un petit peu d'apport personnel. Je pars sur l'huître de roche parce que c'est l'espèce que je maîtrise, mais je vais me diversifier sur d'autres coquillages qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie. J'ai aussi récupéré l'élevage des hippocampes, qui est classé espèce protégée en Nouvelle-Calédonie. La production de plantes halophytes, comme je vous l'ai dit, et bien sûr, je veux bien participer à qui aura besoin d'aide au niveau des techniques aquacoles, s'ils ont besoin d'un coup de main dans leur écloserie ou créer de nouveaux projets. Voilà. Magnifique. Le pitch, c'est tellement important. Esprit de synthèse, on va droit au but. On a entendu aussi le petit call to action. Si vous avez un terrain à proposer pour justement que le projet de Océane puisse avancer dans de meilleures conditions et puis que nous ayons une production locale, ça pourrait être une belle perspective. Est-ce que vous avez des questions à poser à Océane Robert sur son projet? Oui, il y en a une au fond. Bonjour à tous, Nolan Charles, moi je suis mangeur d'huîtres et du coup je voulais savoir en fait en termes de terrain ce que tu avais besoin exactement, parce que je pense que dans la salle si on fait tout le tour il y a moyen de trouver un terrain, donc je voulais savoir si tu avais des zones qui soient vraiment spécifiques, si tu avais besoin de quelque chose en particulier. Alors oui, c'est pas moi qui ai des besoins particuliers, c'est les huîtres. Et on peut pas se mettre n'importe où aussi parce qu'on peut pas aller dans des endroits qui sont trop clairs. Donc les huîtres apprécient les endroits où on a une rivière qui arrive dans la baie. Donc moi je me suis positionnée sur Boulou-Paris et je cherche activement dans la baie de Saint-Vincent parce que c'était là où il y avait le seul éleveur d'huîtres de roche de Nouvelle-Calédonie. Parce que les huîtres de roche sont naturellement présentes dans cette baie et que l'eau est adaptée pour elles. Donc après c'est pas moi forcément qui choisis, c'est un peu les huîtres qui choisissent. Donc on retrouve ces grandes baies comme Prony, Saint-Vincent, en haut aussi vers du côté de Koumak, le Diaot, etc., la vallée de la Tchamba. C'est les endroits où on retrouve des huîtres, quoi. Merci Nolan pour cette superbe question. Eirua. Eirua, c'est pas grave. Tu peux m'appeler comme ça, Eirua. Ça veut pas dire la même chose. Et je vais pas dire la traduction, mais ça veut pas dire la même chose. Merci Océane pour ta présentation. Nous, au niveau à Tahiti, en Polynésie, on a un projet similaire qui s'appelle Ostrea Tahiti. Donc lui, il fait une écloserie aussi d'huîtres, mais de Reatea. Il a pour projection de 20 tonnes par an d'ici 2024. Je voulais savoir, toi, au niveau de tes projections, tu es sur quoi? Alors, si demain, effectivement, on est sûr qu'à la fin de la journée, tu vas avoir ton terrain. Si demain, tu dois te lancer, en fait, quelles sont tes projections justement pour des mangeurs d'huîtres comme Nolan et moi? Parce que moi aussi, j'adore les huîtres.
Je reviens de Tahiti, je viens de faire une semaine de stage et je suis passée à Ifremer, donc j'ai pu visiter leur projet et échanger avec eux sur cette problématique parce qu'au final on est les deux dans des îles et on rencontre les mêmes problèmes. Du coup, moi, une huître, on va dire que ça met 3 ans pour atteindre sa taille commerciale. Le temps que je démarre mon activité et que je commence, je pense qu'on mangera pas d'huître avant 4 ans, pour être réaliste. Mais le CTA continue à travailler dessus, donc le Centre Technique Aquacole de la Décale, et eux continuent à produire des naissins. Donc on va commencer à ensemencer ces naissins dans des fermes de grossissement. Donc moi, ma spécialité, c'est naisseur, mais je souhaite tout de même avoir un petit parc en mer pour pouvoir sélectionner mes géniteurs et avoir un produit final à vendre. Mais je veux pas être la personne qui va être responsable de ça. Donc il va falloir créer les fermes aussi derrière et les structures pour les faire grossir. Et pourquoi pas développer des échanges avec Tahiti, Wallis et Futuna, le Vanuatu, chez qui on retrouve aussi cette espèce qui est presque la même que Tahiti. Alors il y a peut-être une question au fond de Silvio. Bonjour, peut-être pas une question. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Silvio Ngayoni. Je suis originaire de l'île de Marais. Participant. Quand j'interviendrai sur ton projet. Moi, je suis un porteur de projet qui a été validé par la province des îles lors d'un séminaire en 2020, notamment sur les nurseries. Donc voilà, la porte est ouverte si tu veux venir aux îles Loyauté. Nous sommes là, je peux te mettre en relation. Merci beaucoup. Merci. L'IFU m'a déjà fait cette proposition aussi, parce que je suis allée faire une émission pour la première en juillet dernier, de vous à moi. Et l'IFU m'a fait cette proposition aussi. Ce qui est l'avantage dans les îles, c'est qu'on a une qualité d'eau qui est impeccable. Et pour faire le naissin, c'est vraiment un gros avantage. Maintenant, au niveau logistique, ça complique les choses au départ. Parce qu'on peut aller sur des îlots en fait où il y a une bonne qualité d'eau aussi. Mais c'est vrai que si je pouvais être centralisé sur la Grande Terre, parce qu'au début j'ai beaucoup de déplacements sur Nouméa, c'est pour ça que moi j'habitais à Coné depuis 12 ans. Et je me suis rapproché sur Boulot Paris pour être plus près de Nouméa et toute la partie administrative, etc. Et le marché est aussi. Mais pourquoi pas, c'est une bonne idée, je vous remercie beaucoup en tout cas. Ah bah voilà, ça peut étendre le marché, transférer les compétences en province des îles, pourquoi pas. Christopher. Je me suis fait devancer par Marais, mais avec Naya qui est en charge de la commission économique de la province sud et moi au gouvernement, je pense qu'avec le domaine maritime qu'on a, on peut trouver quelque chose sur Boulou Paris ou autre. Enfin, les collectivités ont du domaine qui ne sont pas utilisés et qui méritent du développement économique, donc on va regarder ça. Merci aussi. Alors c'est ça aussi, la French Tech, c'est effectivement ces moments de rencontre tellement importants pour créer des partenariats, pour ouvrir les perspectives. Un grand merci Océane d'être venue présenter ta démarche très importante, très intéressante en termes de développement économique. Je vais te proposer de regagner un siège et nous allons de nouveau changer de sujet avec une première vidéo que je vais mettre en place. Je me libère juste les mains. Et donc, c'est prêt, la vidéo est ici. Et donc, je vais introduire Lorina Fong. Lorina Fong qui, pendant 10 ans, a travaillé en fait dans l'administration publique et du jour au lendemain, elle a décidé de lancer sa propre entreprise et elle s'est lancée le défi de faciliter la vie de milliers de parents, en commençant par les parents calédoniens. Et comme on savait qu'elle serait en Australie aujourd'hui, elle a accepté de tourner une vidéo dans le cadre de la préparation de sa candidature pour le Women in Tech, auquel elle vient tout juste de candidater et d'ailleurs d'être lauréate. Donc écoutons-la, Lorina Fong, pour présenter son projet. Hello, voici une petite vidéo qui va enregistrer le pitch de Women in Tech. Et du coup, je vais regarder un peu mon écran parce que mon discours, je l'ai appris pour hier, mais pour aujourd'hui, non. Alors, bonjour, je m'appelle Lorina et il y a un an, j'ai lancé Kids.c. Kids.c aujourd'hui, c'est une plateforme web qui facilite la vie des parents et tout particulièrement celle des mamans en recensant tout pour les enfants en Nouvelle-Calédonie. Et pour bien comprendre, je vous présente Sabrina. Sabrina, elle découvre le bonheur d'être maman. Et en même temps, elle se pose plein de questions.
Comment je vais faire quand je vais reprendre le travail? Qui c'est qui va s'occuper de bébé? Et son enfant grandit. On fait comment pour les mercredis après-midi? Et c'est quoi ces mercredis pédagogiques? Bon, on fait quoi ce week-end avec les enfants? Tu te rends compte que tous ses camarades, ils font une activité après l'école et nous, non? On lui propose quoi comme activité? Du basket? Ok, mais c'est où qu'on pratique le basket? Et puis c'est qui qu'il faut contacter? Et arrivent les grandes vacances. 8 semaines? Mais j'ai pas 40 jours de congé, on fait comment? Et puis c'est à la demi-journée ou c'est à la journée complète? Et c'est à partir de quel âge? Et puis ça coûte combien? Sabrina, elle est loin d'être la seule pour qui les vacances scolaires, les mercredis et les sorties d'école riment avec stress et charge mentale. Elles sont 30 000 mamans confrontées à ces problématiques d'organisation et d'emploi du temps avec leurs enfants en Nouvelle-Calédonie. Et ce sont près de 1000 nouveaux parents chaque année qui se posent les mêmes questions. Alors si Kids and Say permet aujourd'hui de répondre à ces questions par le biais d'un annuaire, d'un calendrier des événements et d'articles spécifiques à l'enfance en Nouvelle-Calédonie, Kids and Say a pour ambition de devenir une solution tout en un et multiservice sur le secteur spécifique de l'enfance en Nouvelle-Calédonie et hors de Nouvelle-Calédonie. Alors voilà, moi c'est Lorina, j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants et on va pas se mentir, Kids and Say, ça a été une réponse à ma problématique de maman. Pourtant, rien ne me prédestinait à travailler dans le numérique. À la base, j'ai un diplôme d'ingénieur en bâtiment, j'ai travaillé 10 ans dans la fonction publique en tant que conducteur d'opération et il y a 2 ans, j'ai pris une dispo. Communication, marketing, ça m'était totalement inconnu. Être commercial, savoir vendre, c'est pas du tout évident. Mais tout s'apprend. Donc oui, Kids.nc est Women in Tech car il est porté par une femme avec un parcours assez atypique. Il est majoritairement utilisé par des femmes, des mamans. 90% de notre audience sur Facebook ou sur Google sont des femmes. Et il met en avant des entreprises, des professionnels qui pour 45% d'entre elles sont des femmes. Et enfin, Kids, c'est une manière de mettre le numérique au service du social. C'est une start-up avec un concept innovant que j'ai retrouvé nulle part ailleurs et qui a un potentiel à l'export. Il est aussi co-construit à l'aide de femmes. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, Kids and Say, j'ai un groupe de VIP parents sur Kids and Say qui m'aide à co-construire Kids pour que ce soit un outil pays performant. Et je travaille à l'aide de femmes dans le numérique qui se lancent dans les nouveaux métiers du digital comme la rédaction web SEO, le copywriting ou encore le motion design. Mais Kids and Say, c'est aussi d'autres partenaires clés qui sont Pacific Pro Web, qui a développé le site internet, qui développe aujourd'hui l'application et qui assure l'hébergement et la maintenance du site. L'incubateur, que j'ai intégré en août 2022 et qui m'accompagne sur une feuille de route globale. Le 25 novembre, ce sera les 1 an de Kids.nc. En 1 an, j'ai investi plus d'1 million entre le développement du site internet et les campagnes de communication régulières, sur Facebook et sur Google Ads. J'ai réalisé 4 millions de chiffres d'affaires en vendant de la visibilité en ligne et j'investis actuellement 2 millions grâce au prix Tech for Good dont j'ai été lauréate en avril pour que Kids grandisse et devienne une application. Ce sera la première application mobile qui permet de trouver une activité, un événement, tout en faisant des économies sur des dépenses dont on ne peut pas se passer, comme le budget pour les vacances scolaires, les anniversaires ou encore les activités extrascolaires. Donc, nos enjeux pour demain sont de finaliser le développement de l'application qui portera le Kids Pass, de poursuivre l'amélioration de notre service auprès des parents, notamment par le biais du Kids Ticket ou comment faciliter les inscriptions en ligne des enfants en stage et de communiquer plus largement, sortir du digital, aller à la rencontre des parents et j'ai oublié de continuer à informer et à inspirer les parents par le biais du blog et de communiquer plus largement, sortir du digital, aller à la rencontre des parents, participer à des foires et à des salons.
mais suite à mon déplacement avec la délégation calédonienne au Tech4 Island en Polynésie, j'ai pu constater un fort engouement pour une plateforme telle que Kids. J'ai rencontré des acteurs qui sont moteurs là-bas pour développer Kids. Alors maintenant, franchise ou marque blanche, il y a toute une stratégie de développement à étudier. Qui seront les femmes qui porteront Kids en Polynésie ou à La Réunion? Alors oui, si Kids remporte le prix Women in Tech Accélération, cela propulsera son développement à l'export, ça portera l'innovation calédonienne en dehors de nos frontières, mais surtout, ça permettra d'apporter une réponse à d'autres milliers de mamans sur ces questions d'organisation et de parentalité avec leurs enfants. Voilà, merci beaucoup. Alors vous l'aurez compris, il n'y aura pas de questions pour Lorina. En tout cas, un grand merci à elle d'avoir accepté de préparer cette vidéo dans le cadre de l'événement Tech for Good aujourd'hui. Nous allons enchaîner en fait avec les deux autres projets qu'il nous reste. Et avant cela, je crois que Régis Bador, le co-gérant en fait de Neofly, s'est aussi prêté à ce jeu vidéo. Donc nous allons le regarder et ensuite, Nicolas, ça sera à ton tour de compléter le propos de Régis. Notre projet consiste à valoriser des déchets végétaux d'origine agricole et agroalimentaire, les valoriser en les transformant en ingrédients de qualité pour incorporer dans les aliments pour alimentation animale en Calédonie. Et quel est le procédé? En fait, on utilise ces déchets comme alimentation pour des larves d'insectes, et ces larves d'insectes deviennent des matières premières de haute qualité qui vont pouvoir se substituer aux importations de farine de poisson et d'autres farines toujours plus difficiles à approvisionner et toujours plus chères. L'entreprise a été créée donc en 2021, donc on a 18 mois à peu près d'existence et on est déjà après la première phase de recherche et développement et donc la phase de démonstrateur de notre proof of concept. Donc on a déjà mis en place une micro-usine à toute petite échelle, mais pour démontrer que sur 12 mois, on peut fonctionner, on peut produire correctement la qualité des produits nécessaires. Et dans moins d'un an, on passera, j'espère, à la phase industrialisation. Lancer sa start-up, c'est évidemment un gros challenge. En Calédonie, encore un peu plus, notamment parce qu'on n'a pas les aides financières pour, quand on est porteur de projet, subvenir pour nos propres besoins. On se dédie spontanément à nos développements avec nos propres moyens. Les levées de fonds en Nouvelle-Calédonie, je pense que ça dépend de l'échelle. Pour notre projet, on a une ambition élevée. On a conscience que ça va être difficile parce que la Calédonie est insuffisamment connue et peut-être pas assez rassurante pour des investisseurs hors de la Calédonie. La French Tech, c'est sûr, nous apporte une image de sérieux, bien sûr un tampon de ce qu'on sait faire. Ça peut servir pour aider à une reconnaissance en dehors de la Calédonie. Conquérir le monde, ça va être difficile parce qu'il est très grand ce monde. Prendre place dans ce monde et ne pas être seulement entre nous sur le caillou, on peut faire plus que ça. C'est évident que si on communique bien, en général quand on explique ce qu'est la Nouvelle-Calédonie à des gens qui n'ont jamais entendu parler, il y a quand même un avis favorable assez rapide à avoir. Le sérieux de la Nouvelle-Calédonie, c'était vraiment un des cœurs de la Calédonie pour se vendre à l'étranger. Alors, il y a une vraie valeur ajoutée de l'innovation en Nouvelle-Calédonie, la création de compétences. On développe des technologies ici. La montée en compétences de personnel calédonien, c'est une des grandes valeurs de ce qu'on peut faire en innovation. Et ce qui est impressionnant, c'est quand même le nombre d'entreprises innovantes en Calédonie. Il y a une vraie volonté de s'entraider et d'aller de l'avant et de trouver des synergies entre les entreprises innovantes de la French Tech. C'est bon, on va pas le refaire ? Alors, nous allons effectivement
de nouveau parler de l'entreprise Neofly, mais avec Nicolas Guillemot qui est avec nous en chair et en os. Donc Nicolas, tu es co-gérant de la société Neofly et tu es un expert et chef de projet dans les domaines de l'environnement et du développement durable en zone littorale et marine. Donc tu es cofondateur de cette société, donc tu vas nous donner davantage de détails, parce que là c'est vrai que Régis a été très rapide finalement sur la raison d'être de votre projet, l'ambition et très certainement la stratégie aussi de croissance. Merci Charlotte. J'ignorais moi-même que j'allais être spoilé par mon propre associé, mais... non, c'était effectivement intéressant parce qu'on va parler, là je vais vous parler de Neofly, mais on parle aussi beaucoup d'écosystèmes sur ces 2 journées et c'est vraiment indispensable. Je vais commencer par un constat, mais que vous... Ah, c'est pas le bon bouton. Voilà. Un constat, mais que vous connaissez tous, qui est que notre alimentation en Nouvelle-Calédonie, mais c'est le cas dans tous les territoires insulaires, est extrêmement dépendante aux importations. Alors de manière directe, on le voit régulièrement dans les étals des marchés, mais également de manière plus indirecte sur certains aspects. Si je prends l'exemple de la crevette calédonienne, aujourd'hui la crevette calédonienne c'est une production locale, mais la quasi-totalité des ingrédients qui permettent d'alimenter cette crevette sont importés. La protéine par exemple, qui est dans l'aliment crevette, c'est du poisson sauvage qui est pêché en Amérique latine, mis en farine en Amérique latine, qui est transporté à travers le globe pour nourrir nos crevettes d'élevage. Donc c'est une aberration évidemment environnementale, mais c'est aussi une source de grande vulnérabilité pour l'économie, pour les filières agro-locales et pour la sécurité alimentaire du territoire. Alors chez Neofly, notre objectif c'est de contribuer à résoudre ce problème grâce aux insectes. Sans pour autant, je vous rassure, avoir à vous les faire manger directement. Alors comment on fait ça ? En fait, on élève des larves de Black Soldier Fly, c'est la petite mouche que vous voyez en bas à droite, mais on n'élève pas les adultes qui volent, on élève uniquement les larves, et on les nourrit avec des biodéchets issus de l'agro-industrie, issus de l'agriculture. Une fois arrivés au bon stade, c'est ces larves qu'on transforme en protéines et en huile, qui sont donc des ingrédients de qualité égale, voire même parfois supérieure aux ingrédients conventionnels qui sont importés pour les filières. Donc nos futurs clients, ce sont les fabricants d'aliments pour animaux, de tout type. Je parlais de la crevette tout à l'heure, mais c'est aussi poisson, volaille, porc, également les animaux domestiques, chats et chiens, il y a des protéines dans les croquettes. Donc c'est tout le panel de la nutrition animale et aquacole. Et enfin, nos propres déchets de production chez Neofly, ce qui reste dans les bacs d'élevage, tout ce qu'on produit comme biorésidus, c'est un excellent fertilisant qu'on peut commercialiser pour l'agriculture et la boucle est bouclée. Alors il y a beaucoup d'impacts positifs à avoir une production locale de ces ingrédients novateurs à base d'insectes. Je ne vais pas tous les citer, mais on peut en citer quelques-uns qui sont clés, notamment au niveau économique, la performance et la compétitivité des filières agri-agro, puisqu'on va réduire leur exposition à toutes les fluctuations des cours mondiaux, à tous les problèmes d'approvisionnement qu'on connaît, et également on va les fournir en produits frais sur mesure en permanence. Évidemment, la création d'emplois, la diversification à travers la biotech et la green tech et l'attraction sur les secteurs connexes, ça c'est dès lors qu'on va travailler à une échelle industrielle et donc impactante économiquement pour les filières et c'est ce qu'on souhaite faire. Et ensuite, il y a des impacts positifs au niveau environnemental. Aujourd'hui, produire 1 kg de protéines d'insectes comparé à 1 kg de protéines de bœuf, ça utilise 400 fois moins d'espace et pas de terre fertile. Ça utilise 20 fois moins d'eau. Et ça émet 100 fois moins de gaz à effet de serre. Donc on est vraiment sur un levier majeur pour décarboner les systèmes alimentaires et les productions locales et donc en cascade toute la chaîne de valeur jusqu'au consommateur final. Alors où est-ce qu'on en est concrètement ? Neofly a commencé son activité en 2021 par un programme de recherche et développement. On travaille avec du vivant. Le vivant c'est compliqué. Chaque paramètre biologique, c'est un futur coût de production quand on sera à échelle industrielle, c'est donc un futur paramètre de rentabilité. Donc il est indispensable dans la biotech de passer par ça. Parfois la recherche est vue comme de la science, un peu ça va être long, ça va être compliqué. C'est vraiment un passage obligé et ceux qui l'ont zappé l'ont souvent regretté. Donc on travaille avec le CIRAD et l'IAC sur ces aspects-là. Ça nous a permis de concevoir et de mettre en service notre démonstrateur de production. Donc c'est une mini-usine dans un conteneur 40 pieds. On a tous les procédés industriels à toute petite échelle. L'objectif, c'est de valider la performance et la conformité de nos produits, donc nos farines et nos huiles. Parce que la conformité, on ne vend pas dans l'agroalimentaire si on n'est pas conforme au niveau des produits. Et d'affiner notre savoir-faire, d'affiner aussi notre business model et de démontrer notre capacité.
C'est là qu'on en est aujourd'hui. Alors je fais une petite pause dans la chronologie, effectivement pour souligner ce que tout le monde a souligné, c'est l'importance de l'équipe et de l'écosystème. Donc aujourd'hui, si on en est là, dans cette phase pré-industrielle qui est non rentable, c'est normal dans l'agroalimentaire, on développe le produit, c'est non rentable, c'est grâce à une super équipe que vous voyez ici, et c'est aussi grâce à un écosystème solide et diversifié. Alors j'aurai peut-être pas le temps de citer tout le monde, mais vous voyez les logos ici, évidemment c'est des soutiens financiers clés depuis le début. BPI France, la province Sud, évidemment le prix Tech for Good avec le gouvernement, et puis on a appris il y a quelques jours effectivement qu'on intégrait le dispositif territoire d'innovation également. C'est aussi un écosystème d'accompagnement avec l'incubateur qui était un partenaire majeur et la French Tech aussi. Simplement sur cet écosystème, effectivement, les 2 journées en sont l'exemple. Je ne suis pas certain qu'il y a 5 ou 10 ans, un projet comme Neofly, dans sa complexité et dans ses besoins d'accompagnement, aurait pu voir le jour comme il a vu le jour aujourd'hui. Donc c'est vraiment en plein essor et merci encore à tous les acteurs qui portent cet essor de l'innovation. Donc en termes de croissance, la stratégie est la suivante. Maintenant qu'on démontre notre capacité à produire à petite échelle, il faut produire à grande échelle si on veut vraiment impacter les filières. Donc l'étape 1, c'est une unité de production industrielle en Nouvelle-Calédonie. L'objectif, c'est de produire 500 tonnes de protéines, 100 tonnes de lipides et 1600 tonnes de fertilisants, donc en coproduit, sachant que la quasi-totalité des fertilisants est aujourd'hui importée aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc dédiée à la nutrition aquacole, animale et végétale. La seconde étape, mais en fait on commence déjà à y travailler dès maintenant, c'est exporter, alors non pas nos produits, mais notre modèle de production qui va être adapté à l'insularité. Donc la région Indo-Pacifique est vraiment le bassin d'export qu'on va viser en première intention, puisqu'il y a vraiment des spécificités, et peut-être plus ultérieurement. Le troisième axe de croissance, c'est la diversification. Je vous ai parlé de nutrition animale. Effectivement, la nutrition humaine est aussi évidemment demandeuse de protéines de manière exponentielle avec l'accroissement démographique et surtout, de plus en plus et heureusement, de protéines durables. Et c'est là qu'est vraiment toute la plus-value des protéines à base d'insectes comparée aux protéines conventionnelles qu'on connaît tous. C'est la dernière slide. Donc aujourd'hui, on en est là. Ça va être vraiment la charnière du changement d'échelle et on aura, je pense, besoin de cet écosystème encore plus que jamais. Avec une ambition industrielle, la marge va être haute. Il va falloir concevoir et financer l'outil de production industrielle. C'est de l'agroalimentaire, donc c'est capitalistique. C'est des rentabilités qui sont parfois lointaines, c'est normal. C'est une temporalité qui n'est pas toujours très commune dans les startups, qui ont souvent des croissances plus immédiates. Mais en revanche, c'est des rentabilités fortes. Certes à long terme, mais fortes. C'est des outils de structuration des territoires. On emmène des filières avec nous, on restructure, on décarbone des filières. Donc il va falloir probablement aussi innover sur cette levée de fonds. À visée industrielle, ça va être le travail en 2023-2024 et peut-être qu'on aura la chance de revenir au prochain summit avec des bonnes nouvelles. Voilà, j'ai fini. Ah, mais vous êtes super fort. Moi, je suis impressionnée. Je suis vraiment impressionnée par cette capacité de rester dans le timing. Qui a des questions à poser donc sur l'entreprise Neofly, peut-être sur ses perspectives ou peut-être des propositions aussi partenariales à faire à Nicolas et à Régis? Et Mathieu, j'ai pas eu le temps de citer tout le monde. Ah, et Mathieu, on est 3 associés, et Mathieu Marcelier. Et Mathieu. Et Régis et moi. Avez-vous des questions? Allez, une question au fond. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, José Laborde. Moi, c'est Catamarine. Je fais des bateaux, mais bon. J'avais organisé un petit système de collecte de déchets verts dans mon immeuble. Est-ce que, je vois que vous utilisez des déchets verts, est-ce que vous envisagez ce genre de collecte? Alors oui, c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'approfondir, mais donc les biodéchets, on suit la réglementation environnementale. Donc c'est les biodéchets, j'ai dit biodéchets, mais c'est assez restreint. Et effectivement, c'est essentiellement ce qui est végétal. Aujourd'hui, on exclut les déchets carnés, poissons, qui sont plus problématiques au niveau sanitaire. Donc les déchets verts sont un gisement très intéressant. C'est pas les mieux en termes de bioconversion, c'est-à-dire que en l'occurrence, les larves produisent plus de protéines et grossissent mieux sur des substrats plus riches. Alors, typiquement des céréales, mais donc les déchets verts, on est en train on souhaite travailler dessus, et donc ça pourrait être un gisement. Et évidemment, s'il y a des systèmes de collecte de déchets verts ou des dispositifs qui centralisent les gisements, et si nous on peut derrière les valoriser, ça ferait
J'ai l'impression que c'était une proposition, non? Oui, non, c'est pas une proposition, Non. c'est une constatation. En fait, j'avais fait ce petit système de collecte, donc je mets ça dans mon jardin. Mais sur un immeuble, il y avait 5 appartements, mais ça faisait déjà une vingtaine de kilos par semaine. On a une barre d'immeubles, donc il y en a un peu partout. Donc je suppose que ça fait une quantité énorme de déchets verts qui sont juste balancés, on va dire, au dépotoir, quoi. Donc du coup, c'est perdu. Voilà, c'était juste les déchets verts, je crois que c'est quasiment 50 ou 60 000 tonnes par an. Il y a eu des entrepreneurs qui ont travaillé sur ces sujets de déchets verts. J'en connais au moins 2. On verra ce que ça donne. Je crois que c'est... Alors, y a-t-il une autre question? Ah non, je crois que ça y est, les estomacs, c'est dur, hein. En tout cas, merci Nicolas pour cette présentation sur Neofly. Ça nous montre l'importance, effectivement, d'aller chercher des nouveaux modèles et l'agroalimentaire, hein, et les enjeux d'autonomie alimentaire sont absolument essentiels, surtout pour les milieux insulaires. Alors, je vais accueillir notre dernier intervenant de la matinée. Il s'agit de Tony Despujol qui va nous présenter, eh bien, parce que oui, lui aussi, il est entrepreneur, il va nous présenter son entreprise qui s'appelle AgriLogic System. AgriLogic System, tu as bien fait de me reprendre. Et donc, ton entreprise, moi, si j'ai bien compris, elle est familiale et elle a reçu le prix export de l'appel à projet Tech for Good. Donc, tu vas nous présenter les produits innovants qui sont proposés par ton entreprise et peut-être que ça pourrait changer la vie des agriculteurs. Tout à fait. C'est bon? Oui, mon timing, par exemple. Merci, Tony. Surtout que moi j'avais prévu pour 5 minutes à la base. T'as envie d'être encore plus performant que les autres, là, je le sens. Vas-y, c'est parti. Très bien, rebonjour. Donc, je suis Tony Despujol, je suis co-gérant de la société AgriLogic System. Donc, je ne suis pas vraiment une start-up, puisque c'est une société qui existe depuis 1998, qui a été fondée par mon père. Et donc, on est une entreprise familiale, effectivement. Et on œuvre sur le secteur agricole. On est constructeur de serres et de systèmes de culture hors sol sur le territoire. Et on a toujours eu pour vocation de développer des systèmes de culture propres et durable. Et force de constater qu'aujourd'hui, certains outils qu'on mettait en place avaient leurs limites. On est rentré dans une logique d'innovation en créant nos propres outils. Et donc le dernier en date qu'on a sorti et qu'on commercialise aujourd'hui, il s'agit d'un nouveau modèle de serre que l'on a appelé donc la serre Agrinea, en clin d'œil, un petit clin d'œil donc à l'agriculture et à Nouméa, notre pays d'accueil. Donc la serre Agrinea, il s'agit donc d'une serre fermée, thermorégulée. Donc thermorégulée, ça veut dire qu'elle est dotée d'un système de gestion climatique autonome. Donc il s'agit d'un système de refroidissement qui est alimenté par des panneaux photovoltaïques. Et en plus de ça, donc c'est une serre fermée. Elle est fermée avec des couvertures rigides sur les côtés et sur la toiture, donc en tôle polycarbonate translucide. Et ce qui lui donne l'avantage donc d'être hermétique aux insectes ravageurs des cultures, mais aussi de s'affranchir des contraintes climatiques extérieures, donc comme les cyclones, mais aussi les inondations. Donc cette protection mécanique permet du coup de sécuriser les cultures tout le long de l'année pour l'exploitant et d'éviter les ruptures donc, de fruits et légumes sur les étals suite à des phénomènes climatiques extrêmes. Un autre avantage de cette protection des cultures, c'est que justement, en cas d'intempéries extrêmes qui ont tendance du coup à détruire les cultures et à créer donc des pertes du coup de chiffre d'affaires pour les exploitants et du coup des ruptures sur les étals, on participe aussi à améliorer enfin plutôt diminuer les dépenses publiques d'indemnisation en cas de calamité agricole et du coup s'en servir pour autre chose.
Donc on s'inscrit dans une démarche Tech for Good parce qu'en fait on participe à améliorer donc la qualité des produits finis, l'objectif du coup est de diminuer les traitements phytosanitaires dans une serre du coup qui est fermée et moins assujettie aux insectes ravageurs et aux maladies. C'est une serre qui est aussi fabriquée à partir de matériaux 100% recyclables, donc on pense aussi à l'ensemble du cycle de vie donc, de l'outil et donc à sa fin de vie, malgré sa durabilité. On participe aussi donc à améliorer les conditions de travail à l'intérieur des serres, donc pour les exploitants et les employés des exploitants qui travaillent dans les serres. Et l'objectif vraiment qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir participer du coup à l'amélioration de l'autonomie et de la sécurité alimentaire sur le territoire, mais aussi sur tous les territoires insulaires sous les climats tropicaux qui connaissent du coup les mêmes contraintes que nous ici. Donc notre parcours, on a commencé les travaux de conception, de recherche et de prototypage industriel en 2019. On a eu la chance ensuite de pouvoir construire notre première unité de serre qui fait 2000 m² sur le territoire ici pendant la crise Covid. Et ça nous a permis en 2021, avec une analyse et des tests sur le terrain, de valider du coup la preuve de performance de notre système. Et donc, on est bien autonome en énergie. On a diminué par 10 les traitements insecticides dans la serre par rapport à une serre témoin. Et on a résisté à plusieurs phénomènes cycloniques avec des rafales de vent à plus de 230 km/h. Donc fort de ça, on est rentré du coup dans une logique aussi d'export. Et donc on a eu la chance d'intéresser en métropole un centre de recherche qui aujourd'hui cherche aussi des outils similaires aux nôtres, parce qu'il faut savoir qu'en France et plus largement en Europe du Sud, les agriculteurs commencent à avoir les mêmes problématiques qu'on a ici avec les effets du réchauffement climatique et aussi de la pression croissante des ravageurs des cultures. Et donc on a postulé à différents concours innovation pour développer cette activité-là en France, pouvoir financer un programme de recherche en métropole pour avoir une preuve de performance sous les climats tempérés et développer ensuite notre modèle de serre en Europe du Sud. Donc on a eu la chance de gagner le concours Tech for Good en Calédonie, ici lancé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et on a également eu la chance de gagner d'autres concours innovation en métropole, dont le concours Agrinov et plus récemment le concours Vinitech Cifel, dont la remise des prix s'est faite ce matin pour nous et mon père du coup est en déplacement en métropole pour recevoir ce prix et du coup animer le salon et faire du coup rayonner notre projet à l'export. Et à l'issue de ça, donc, on a eu la confirmation de la validation de notre commande pour construire cette unité de serre dans ce fameux centre de recherche d'Invenio qui est situé dans le sud-ouest. Et les travaux devraient débuter donc courant mars-avril 2023. Et suite à ça et aux tests qui seront effectués, nous rentrerons éventuellement dans une logique de levée de fonds pour aller plus loin. Merci. Merci beaucoup, Tony. Est-ce que vous avez des questions à poser à Tony Despujol? Moi, j'en ai une. On a envie de dire combien ça coûte de mettre une serre comme ça pour un agriculteur? Combien, finalement, quelles seraient les gammes de prix possibles? Alors c'est vrai qu'en termes de coûts, on est sur une serre effectivement qui va demander un investissement de départ beaucoup plus élevé qu'une serre standard du fait de sa conception, puisqu'elle est couverte du coup avec des tôles polycarbonate qui sont durables, contrairement à des serres standards
qui sont en général couvertes avec des films plastiques qui à chaque cyclone en général se déchirent et nécessitent ensuite de réinvestir pour remettre à neuf. Mais donc pour donner un ordre d'idée, on est sur une serre standard de nos jours. On va être entre 6 000 francs et 8 000 francs le mètre carré. Avec une serre Agrinea, on va plutôt être dans les 18 000 francs. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus cher, mais par contre, on a fait des simulations justement d'amortissement en comptant tous les frais générés avec des serres standards qui du coup impliquent des pratiques conventionnelles en termes de culture. On amortit largement en moins de 5 ans la serre Agrinea en supprimant tous les coûts liés au remplacement donc des bâches plastiques sur des serres après chaque cyclone, en supprimant les pertes de chiffre d'affaires justement aussi en cas de destruction des cultures, à savoir que quand on a un cyclone ou une inondation, un exploitant agricole va perdre des cultures sur 2 à 3 mois, le temps de tout déblayer, de replanter, et ensuite que les plantes arrivent à maturité pour pouvoir récolter et enfin ensuite mettre ça à disponibilité sur le marché. Donc ça limite effectivement les risques pour l'agriculteur, même aussi pour les finances publiques, j'imagine, qui derrière doivent couvrir. Il y a une question là-bas. Question. Super, merci beaucoup. Il était plus rapide. Super projet, on avait discuté un petit peu hier soir ensemble, passionnant, entreprise avec un produit phénoménal. Tu as parlé hier un petit peu, je voudrais que tu retouches un petit peu, 2-3 mots sur les brevets et votre stratégie, parce que l'innovation, ça se protège. Et vu l'innovation que vous avez mis en place, je pense que c'est quelque chose qui doit se protéger. Donc, quelle est un peu votre stratégie de brevet? Et du coup, comment ça se traduit aussi ensuite en termes de vitesse de commercialisation? Parce que je pense qu'il y a peut-être d'autres concurrents, il y a d'autres marchés à prendre. Donc, tu peux nous raconter un petit peu cette stratégie, s'il te plaît? Ouais. Alors, en termes de protection intellectuelle, effectivement, nous, on est suivi par un cabinet spécialisé en protection intellectuelle métropolitain. On est déjà suivi avec ce cabinet depuis déjà longtemps, parce qu'on a déjà développé d'autres produits innovants qu'on a protégés. Et effectivement, c'est un coût important, c'est une grosse partie de nos dépenses en matière de recherche et de développement. Surtout quand on rentre sur des brevets qu'on appelle les PCT, où on va choisir différents pays, différentes régions sur lesquelles on va protéger notre innovation. Et donc, pour donner un ordre d'idée, là, on a sur notre modèle de serre, on vient tout juste de finaliser la sélection des pays qu'on a protégés, et on a dû quand même pas mal élaguer la liste. Et c'est là vraiment l'importance du coup de bien identifier les potentiels de développement en termes de géographie, mais aussi du coup avoir une connaissance vraiment du fonctionnement des pays où on va s'implanter, parce qu'il y a des fois des économies à faire. Moi je prends notre exemple, on a voulu déposer l'Inde, on a voulu déposer, protéger sur les Émirats arabes. Et au final, on nous a conseillé de ne pas le faire parce qu'il y a un tel protectionnisme dans certains endroits qu'au final, même avec un brevet sur de la copie ou de la contrefaçon, on ne gagnerait pas au tribunal. Voilà, entre autres. Après, je ne suis pas vraiment spécialisé sur la partie propriété intellectuelle, les montages et tout, parce que c'est plus mon père qui s'occupe de cette partie-là. Et pour rebondir à ta deuxième question qui était de la vitesse de croissance, si tu peux me rappeler... La stratégie, oui, effectivement, stratégie de croissance, c'était ça, hein, Franck? Alors c'est vrai que nous... Rapidement stratégie de croissance, ouais. Ah oui. Là, tu nous présentais effectivement déjà qu'il y a un projet, on va dire, pilote dans le sud-ouest, là déjà qui est en cours. Alors aujourd'hui, on a fait notre preuve de concept en Calédonie sous les climats tropicaux. Donc aujourd'hui, on est en phase de commercialisation, donc on n'a pas de frein à ce niveau-là. Donc ça a quand même mis 3 ans à se faire. Et là, sur la partie métropole, sous les climats tempérés, on projette un programme de recherche sur 1 à 3 ans déjà,
parce que c'est le temps que ça nous a pris ici, avant d'appuyer vraiment un développement commercial agressif pour conserver justement une longueur d'avance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'inscrit sur des technologies qui sont dites plutôt low-tech, parce que c'est pas non plus des usines à gaz qu'on met en place, contrairement à des produits disponibles sur le marché, qui nécessitent par contre, pour le coup, vraiment des investissements lourds, et du coup des très, très grands volumes, et du coup ce qui n'est pas forcément adapté pour nous ici en Calédonie ou dans les pays insulaires. Merci Tony. Je vais vous proposer effectivement de faire une pause pour le déjeuner parce que moi, pour ceux qui me connaissent, j'aime terminer à l'heure et démarrer à l'heure. Donc je vais vous inviter à vous restaurer. Le restaurant du bas est ouvert, donc vous pouvez déjeuner à votre charge en bas. Vous pouvez également prendre un petit peu l'air et revenir, on compte sur vous, tout à l'heure à 13h30, heure pile. On démarre à 13h30 pour écouter les autres représentants des écosystèmes French Tech, Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie française et bien sûr écouter la conférence d'Inès Leonarduzzi. À tout à l'heure.